Bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur. Aujourd'hui, on entame une exploration fascinante basée sur une source très spécifique. Très pointu même. C'est le mot, oui. Bon. Le sujet central de cette documentation, ce sont les migrations de systèmes informatiques. Et plus spécifiquement, ce qu'on appelle dans l'ingénierie système, les migrations X2X. Les fameuses lettres. Voilà. Alors l'objectif de cette exploration, c'est absolument pas de lister des lignes de commande ou de réciter un manuel d'utilisation bêtement. Ce serait un peu aride. C'est très aride. On sait que l'auditoire qui s'intéresse à ces sujets connaît déjà les bases des serveurs. La véritable mission aujourd'hui, c'est de démystifier les implications stratégiques derrière cette fameuse soupe à l'alphabet que sont les acronymes P2V, V2V et V2P. C'est un excellent programme. En gros, on va chercher à comprendre les mécaniques complexes qui permettent aujourd'hui de totalement dissocier l'âme d'un ordinateur de son enveloppe matérielle. Quand je le dis l'âme, c'est l'OS, les applis, les données. C'est la promesse d'une agilité absolue en fait. Exactement. Rendre l'infrastructure totalement indépendante du fer. Et c'est exactement le cœur du sujet. Pour quiconque souhaite comprendre les rouages stratégiques de l'infrastructure moderne, c'est une discussion incontournable. Derrière ces acronymes se cachent les fondations mêmes de la continuité d'activité. Et de la résilience des data centers. Tout à fait. L'idée, c'est de poser les bases d'une discussion sur la façon dont l'informatique a transformé le matériel lourd et coûteux en une simple ressource jetable. Interchangeable, quoi. Voilà, on va voir que déplacer cette fameuse âme informatique, ça obéit à des règles d'architecture très précises, avec des limites techniques réelles, mais qui offrent au final une liberté monumentale aux administrateurs. Ok, décortiquons tout ça. Commençons par le premier grand thème, la nature même de ces migrations. Pour quiconque baigne un peu dans la tech, la virtualisation, c'est pas vraiment un concept nouveau. Non, c'est standard aujourd'hui. Mais la migration PTV, le Physical to Virtual, c'est une opération d'ingénierie bien spécifique. On ne parle pas de créer une machine virtuelle vide et d'y installer un système. Ah non, pas du tout. On parle de prendre un serveur physique en pleine production, avec son historique, ses configurations réseau complexes, ses disques fragmentés. Et de l'encapsuler intégralement dans un container logiciel. C'est ça. Pour utiliser une image pour notre auditoire, c'est un peu comme prendre une maison physique avec tous ses meubles et la numériser parfaitement dans le cloud. On abstrait la couche matérielle pour que l'OS croit toujours dialoguer avec des composants physiques. Alors qu'il tourne sur un hyperviseur. Et ensuite, le document aborde la migration V2V, le virtual to virtual. Là, on déplace simplement la maison numérisée d'un nuage à un autre. Exactement. D'un hyperviseur de test vers un cluster de production, par exemple. Et le V2V est vraiment devenu la norme opérationnelle. Le document souligne bien que c'est plus seulement une question de déplacement, mais d'optimisation de charge. On déplace pour équilibrer en fait. C'est ça, on transfère des machines virtuelles à la volée pour équilibrer les ressources d'un centre de données. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la complexité inhérente et presque paradoxale du troisième acronyme. Le V2P ? Le Virtual to Physical, oui. Autant il est aisé d'abstraire du matériel pour aller vers le logiciel, autant faire le chemin inverse, c'est un véritable défi d'ingénierie. Les sources décrivent ce processus comme fastidieux et incertain. Attends, c'est vrai que ça semble contre-intuitif. Pourquoi on voudrait prendre une machine parfaitement virtualisée, super flexible, facile à sauvegarder, pour la réenfermer dans une boîte de métal rigide? Et surtout, pourquoi c'est si compliqué? La complexité vient de l'injection des pilotes matériels. Quand un système tourne en virtuel, il utilise des pilotes génériques fournis par l'hyperviseur. Logique. Mais si on le redéploie sur un serveur physique brut, ce serveur possède une carte mère spécifique, un contrôleur RAID. Des cartes réseau avec des puces dédiées. Exactement. Le système virtualisé n'a pas ces pilotes. S'il est injecté tel quel sur le fer, il fera au mieux un écran bleu d'erreur fatal au démarrage. Ah oui, le fameux blue screen. Oui, car il ne saura même pas comment lire son propre disque dur. Il faut donc une étape de reconfiguration critique lors du V2P pour injecter les pilotes bare metal. Les pilotes natifs donc. Voilà, avant le premier amorçage. D'accord, techniquement c'est un vrai casse-tête. Mais c'est quoi le cas d'usage en entreprise? C'est souvent une question de sauvetage extrême ou de contrainte de performance. Le document cite la restauration après sinistre. Imagine un serveur physique critique qui héberge une base de données avec des périphériques cryptographiques matériels très spécifiques. Des choses qui refusent de fonctionner via une couche de virtualisation. Et si la carte mère de ce serveur grille? L'entreprise est à l'arrêt. L'administrateur va alors prendre la sauvegarde de ce serveur, qui est stocké sous forme de machine virtuelle de secours, et utiliser un outil V2P. Pour la redéployer en urgence sur un nouveau serveur physique de remplacement. C'est exactement ça.
C'est aussi utilisé pour des applications qui exigent un accès direct au processeur sans la micro-latence induite par l'hyperviseur, même si ces cas deviennent rares. C'est passionnant parce que le document met en lumière un schéma qui montre que ces migrations fonctionnent véritablement en boucle. En cycle continu, oui. C'est pas un chemin à sens unique vers le cloud. On peut très bien virtualiser un serveur en P2V pour effectuer des tests de mise à jour dans un bac à sable sécurisé. Puis faire un V2P pour remettre ce système mis à jour sur l'infrastructure physique. C'est un cycle de vie numérique perpétuel. L'information n'est plus jamais prise en otage par le silicium. Absolument. Mais pour que cette boucle fonctionne, il faut une rigueur absolue en amont, ce qui nous amène à la préparation. Avant de lancer une conversion, on ne peut pas se contenter de croiser les doigts. C'est sûr. Le manuel insiste lourdement sur la surveillance des ressources avant toute tentative de migration P2V. Oui, j'ai vu que le document mentionne l'utilisation d'outils de monitoring réseau comme Nagios. L'idée, c'est pas juste de voir si le serveur source est allumé, j'imagine. Non, c'est de profiler son comportement sur plusieurs semaines. C'est ce qu'on appelle le capacity planning. Quand on déplace une machine physique vers un environnement virtuel, elle va devoir partager les ressources avec des dizaines d'autres machines sur le même hôte. Le processeur, la RAM, les disques. Tout ça, oui. Si on migre un serveur physique qui sature déjà son propre processeur à 90%, en permanence, l'insérer dans un cluster virtuel risque de créer ce qu'on appelle un voisin bruyant. Un voisin bruyant. C'est-à-dire qu'il va monopoliser les cycles d'horloge du processeur hôte? Et effondrer les performances de toutes les autres machines virtuelles de l'entreprise. La phase de surveillance permet de s'assurer que l'hyperviseur a les reins assez solides, mais aussi de faire du right sizing. D'ajuster la taille de la future machine. Voilà, on ne copie pas bêtement une machine avec 64 Go de RAM si l'outil de surveillance prouve qu'elle n'en utilise historiquement que 16. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en creusant ces contraintes de préparation, on réalise qu'il y a un mur technologique que la virtualisation moderne refuse tout simplement de franchir. Les spectres du passé. C'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas numériser. Le document cite l'exemple très pragmatique d'un système d'exploitation ancien, basé sur DOS. Typiquement le genre de truc utilisé pour faire tourner un vieux progiciel de comptabilité. Un classique dans certaines entreprises. Ce système fonctionne sur une architecture 16 bits. Et là, la documentation est formelle. Le P2V de ce type de machine est impossible sur les plateformes modernes. Mais pourquoi une technologie capable de simuler des réseaux mondiaux est incapable de faire tourner un logiciel des années 80 ? Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, il faut comprendre l'évolution de la virtualisation matérielle. Au début des années 2000, la virtualisation fonctionnait par traduction binaire. L'hyperviseur interceptait chaque instruction et la traduisait. C'était super lourd, non ? Très lourd. Puis Intel et AMD ont introduit des instructions de virtualisation directement gravées dans le silicium, les jeux d'instructions VTX et AMD-V. Ça permet aux machines virtuelles d'accéder presque directement au processeur. D'où les performances incroyables d'aujourd'hui. Sauf que ces instructions matérielles exigent que le processeur fonctionne dans des modes protégés, typiques des OS 32 bits et 64 bits. Donc le processeur moderne ne comprend littéralement plus la façon dont un système 16 bits tente de gérer la mémoire. Exclusif sur le tout premier mégaoctet de la mémoire vive. Il n'a aucune notion de partage. Or, les hyperviseurs d'aujourd'hui sont conçus pour orchestrer la sécurité de centaines de serveurs en même temps. Ils ne prennent tout simplement pas en charge ce mode de fonctionnement archaïque. Tenter de virtualiser ce système DOS avec un outil de niveau entreprise, c'est se heurter à une incompatibilité fondamentale. C'est une limite stricte. Ce qui nous amène à une question d'une importance capitale. Une fois qu'on a écarté ces vieux systèmes et qu'on a validé la puissance de l'hyperviseur cible, comment se passe l'acte chirurgical de la copie en lui-même ? C'est là qu'entre en jeu la migration à chaud et la migration à froid. La température de la migration, comme le dit le document. La migration à chaud, le hot cloning, c'est un peu le Graal de l'administrateur, non ? C'est l'idéal, oui. L'objectif est de cloner un serveur physique alors même qu'il est en pleine production. Allumé, avec des centaines d'utilisateurs connectés à sa base de données. C'est un concept qui donne le vertige. Comment on peut copier un disque dur de plusieurs téraoctets si son contenu change chaque milliseconde ? Je veux dire, à l'arrivée, les données copiées au début seront désynchronisées par rapport à la fin, non ? C'est tout le génie de ces outils. Sur des systèmes comme Windows, la migration à chaud s'appuie massivement sur des services comme le VSS, le Volume Shadow Copies Service. Les clichés instantanés ? Exactement. L'outil fige l'état du système à l'instant T0, il crée un instantané et commence à copier la masse de données vers l'environnement virtuel. Pendant que le serveur physique continue de tourner, Oui. Mais toutes les nouvelles écritures sur le disque physique sont enregistrées dans un fichier Delta à part.
Une fois la grosse copie terminée, l'outil synchronise très rapidement ce fichier Delta. Il suspend brièvement les services réseau pour empêcher de nouvelles connexions, j'imagine. C'est ça. Il fait une ultime synchronisation de quelques secondes et allume la machine virtuelle. Pour les utilisateurs, l'interruption se chiffre en secondes. C'est comme changer les pneus d'une voiture pendant qu'elle roule sur l'autoroute. C'est vraiment de la prestigitation technique. Mais les sources parlent aussi de la migration à froid. Si la migration à chaud est si fantastique, pourquoi s'embêter à faire du cold cloning? Parce que la migration à chaud a ses failles, notamment avec des bases de données transactionnelles à très haut volume, comme un serveur bancaire. Le fichier Delta risque de grossir trop vite. Exactement. Si le serveur écrit des données plus vite que le réseau ne peut les transférer, la synchronisation finale ne pourra jamais se faire sans perte. La migration à froid, c'est la méthode conservatrice. On arrête complètement le serveur physique. On le redémarre sur un support externe, comme une clé USB contenant un mini-système dédié à la migration. Le disque dur interne est inactif, verrouillé, et on fait une copie bloc par bloc. C'est la garantie absolue de l'intégrité des données, au bit près. Mais la contrepartie, c'est que l'application est indisponible pendant toute la copie. C'est le compromis classique entre la disponibilité du service et la sécurité de la donnée. Et au-delà de l'état du serveur, le document catégorise aussi ses opérations selon le niveau d'intervention humaine. Manuel, semi-automatique ou complètement automatique. L'automatisation est la clé de voûte de la fiabilité. La méthode manuelle consiste littéralement à recréer une machine virtuelle vide, réinstaller l'OS à partir des disques d'origine, reconfigurer l'IP, réinstaller les applis. Attends. Recréer manuellement un OS de zéro pour une migration Vilos. Plus personne fait ça aujourd'hui. Si, c'est le contraire absolu de l'agilité. Dans 99% des cas, c'est à proscrire. C'est chronophage et c'est la porte ouverte aux erreurs humaines. Mais il y a des cas extrêmes. Tu genre? Imagine un réseau gouvernemental air-gapped, totalement déconnecté de tout autre réseau. L'introduction d'un logiciel de migration tiers y est strictement interdite. Ah oui, pour des raisons de sécurité. Par la donnée pure et de reconstruire la coquille à la main. Mais globalement, l'industrie s'appuie sur la méthode automatique. Massivement, l'outil orchestre tout via le réseau local, sans intervention après le clic initial. Ce qui nous pousse à examiner de près l'arsenal dont disposent ces administrateurs. Le document dresse un panorama très précis des fournisseurs d'outils de conversion X2X à cette période. Avec de grands noms historiques. Oui, VMware avec son vCenter Converter, Microsoft avec le Virtual Machine Converter, Citrix, HP, Novell avec PledSpin, Symantec ou encore Vision Core. Mais on remarque que la stratégie de ces éditeurs est très différente. On peut vraiment diviser ce marché en deux philosophies. D'un côté, on a les outils couteaux suisses, comme ceux de Novell, HP ou Vision Core. Ils gèrent tout. P2V, V2V et même le fameux V2P. Ce sont des outils agnostiques. Ils donnent une liberté totale de mouvement à la donnée. Et de l'autre côté, on a les outils des géants de la virtualisation eux-mêmes, comme VMware. Et justement, l'outil de VMware, qui est pourtant le leader du marché, ne gère que le P2V et le V2V. Il fait l'impasse totale sur le retour au physique. Pourquoi une telle limitation? C'est une pure stratégie de verrouillage, le vendor lock-in. Le modèle d'affaires de VMware, c'est de consolider un maximum de serveurs physiques sur leurs hyperviseurs ESXi. Donc leur outil est optimisé pour aspirer les machines physiques vers leur plateforme. Ils fournissent la meilleure pompe d'aspiration du marché. Mais ils n'ont aucun intérêt commercial à développer une technologie coûteuse pour permettre à un client de quitter facilement leur infrastructure. Pour retourner sur du fer. Voilà. Si une entreprise veut cette réversibilité garantie, elle doit investir dans les outils tiers. C'est une nuance stratégique majeure. Et en parlant d'outils, penchons-nous sur les décisions architecturales que l'administrateur doit prendre. Par exemple, au moment de définir la destination de la copie, l'outil propose deux voies. VMware Infrastructure Virtual Machine ou VMware Workstation. L'implication de ce choix est massive pour le réseau. Choisir VMware Infrastructure, c'est indiquer qu'on cible un hyperviseur bare métal, souvent un serveur SSI puissant. L'outil va utiliser les API de VMware pour demander à l'hôte de créer un conteneur logique sur son espace de stockage partagé, le SAN. Puis, il transfère les flux de données directement à travers le réseau de l'entreprise. Ça demande une bande passante considérable. Et des droits d'administration de haut niveau. A l'inverse, l'option VMware Workstation cible un hyperviseur de type 2. Une solution beaucoup plus locale donc.
Exactement. On génère des fichiers de disques virtuels bruts, les fichiers VMDK, qu'on peut sauvegarder sur un disque externe USB ou un simple partage réseau. C'est idéal pour créer un environnement de test rapide pour un développeur. Sans impacter la production. Vient ensuite la phase où on définit les ressources de la machine de destination. C'est là que le capacity planning prend tout son sens. Si on laisse les paramètres par défaut, l'outil fait une copie carbone. Même nombre de processeurs virtuels, même quantité de RAM. Mais l'administrateur chevronné en profite pour redimensionner. C'est impératif. Le transfert vers le virtuel implique une taxe invisible, la gestion de l'hyperviseur lui-même. Mais surtout, le matériel physique est souvent surdimensionné à l'achat pour prévoir des années d'évolution. Alors qu'en virtuel, on est dans l'économie de la ressource. On réduit le nombre de vCPU au strict nécessaire, sachant qu'on pourra toujours ajouter un cœur supplémentaire à chaud plus tard. C'est là que l'entreprise réalise ses véritables économies d'échelle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on synthétise toutes ces strates de complexité abordées dans la formation, on comprend qu'une migration X de X, c'est pas un simple transfert de fichiers. Ni une bas de sauvegarde. Non, c'est le triomphe de l'agnosticisme matériel. L'ère où une base de données dépendait d'une carte mère spécifique couverte de poussière dans un placard, c'est révolu. L'infrastructure est devenue fluide, capable d'être gelée, dupliquée, téléportée à travers le réseau. Et même réinjecté dans de nouveaux composants physiques à la demande. C'est la capacité de concevoir des architectures qui survivent à l'obsolescence de la matière. Cela soulève une question importante, presque philosophique, concernant notre perception de l'infrastructure numérique. C'est-à-dire, Si ces outils permettent de dissocier si parfaitement l'âme applicative de son corps matériel, au point de cloner un serveur sans l'éteindre, et de le propulser sur un autre continent, le serveur physique, en tant qu'entité unique, a-t-il encore la moindre signification? le paradoxe du bateau de Thésée appliqué aux data centers. Exactement. Si on a migré une infrastructure vers le cloud via un P2V, qu'on l'a déplacé entre 3 hyperviseurs via des V2V au fil des ans, et qu'on la réimplante sur du fer nu demain via un V2P, est-ce toujours le même serveur qui vous répond? C'est une sacrée question. Pour quiconque nous écoute, il sera fascinant de réaliser que les services numériques critiques utilisés chaque jour ne tournent probablement pas sur la machine de métal pour laquelle ils ont été initialement programmés. Mais sur des fantômes numériques en transit perpétuel. La ligne de démarcation entre le matériel palpable et l'illusion logicielle s'est définitivement évaporée. C'est une perspective redoutable qui modifie notre compréhension d'Internet. Et sur cette réflexion qui invite à repenser la nature même des machines qui nous entourent, il est temps de saluer toutes les personnes qui ont suivi cette analyse architecturale. Cette exploration technique était essentielle pour saisir comment la continuité de notre monde numérique est maintenue invisiblement en arrière-plan. Merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage et à bientôt pour poursuivre nos investigations stratégiques.